Et donc, par le passé, j'étais en politique traditionnelle et j'ai arrêté la politique traditionnelle parce que j'estimais que les partis broyaient souvent les gens, leurs convictions. Et avant de prendre la parole sur l'expérimentation à laquelle j'ai eu la chance de contribuer, j'avais juste envie de dire un tout petit mot sur le contexte global politique et sur ce qui se passe dans le monde avec les démocraties occidentales. Et je crois qu'on est arrivé au bout d'un chemin sur les régimes représentatifs et électifs. Et donc, du coup, charge à nous d'inventer d'autres cadres, d'autres types de procédures qui nous permettent de faire face aux enjeux qui nous attendent, le réchauffement climatique, la justice sociale, etc., etc. Et donc, du coup, on a beaucoup de pain sur la planche. On voit bien que de manière traditionnelle, ça ne marche pas très bien. Et ça ne marche plus trop. Je suis assez inquiète. En ce moment, il y a les élections au Brésil. Je pense que vous êtes aussi au courant que moi. Et on voit que en Italie, avec Salvini, on voit aussi aux États-Unis avec Trump, on voit que les démocraties occidentales probablement arrivent à leur fin. Et peut-être que nous sommes responsables d'avoir cru que la démocratie et les institutions, c'était un modèle fini et que, en fait, la démocratie, c'est un processus vivant. Et donc, il nous appartient de retourner au labeur et de réinventer le cadre dans lequel on vit ensemble. Et peut-être qu'on pourrait renouer avec l'idéal démocratique, celui qui nous fait vivre ensemble entre personnes différentes et singulières. Voilà, ça c'est une petite vidéo avec laquelle ma voix est née, notamment en ligne. Nous sommes de ceux qui n'arrivent plus à aller voter la tête haute. Certains d'entre nous ne votent plus du tout. D'autres votent blanc. Ceux qui votent encore le font par défaut. Avec tristesse ou colère. Nous nous sentons piégés par un système politique qui ne nous respecte pas, ne nous entend pas et depuis quelque temps nous dégoûte même par ses frasques, ses renoncements, ses promesses jamais tenues, ses mensonges, ses trahisons, son inhumanité. Nous sommes multiples. Nous sommes tous différents. Nous ne sommes pas d'accord sur tout. Et c'est ça notre richesse. Nos expériences de vie montrent qu'il y a tant de chemin pour atteindre des résultats concrets. Nous voulons expérimenter, pas à pas. Nous sommes en mouvement. Nous avons arrêté de regarder vers le haut avec espoir. Il n'y a plus rien à attendre de ceux qui nous gouvernent. Nous en constatons l'échec. Nous le disons sans haine, ni colère. Et finalement, ils échouent les uns après les autres. Car les règles datent des siècles passés. Elles ne sont plus adaptées. Nous ne voulons plus signer de chèques en blanc à des partis politiques. Nous allons construire une offre politique qui ressemble au monde que nous dessinons jour après jour. Libre, connecté, coopératif, interdépendant, concret. Nous voulons que chacun de nos actes soit émancipateur pour nous tous. Nous voulons prendre notre place à la table des décisions. Nous voulons construire le monde tel que nous, les gens, l'auront décidé. Nous nous mettons en marche de manière collective, horizontale, débarrassés des quêtes de pouvoir personnel et des postures partisanes stériles. Nous allons entrer à l'Assemblée nationale. En juin 2017. Pas dans le poulailler, là où nous sommes parqués aujourd'hui, ou devant notre télé. Non. Nous allons entrer pour de vrai. Gagner des sièges. une circonscription. Nous voulons faire entrer la démocratie dans l'ère de la multitude, de l'interdépendance, du partage, de la coopération. nous développons des méthodes et des outils d'intelligence collective pour donner à tous les citoyens les capacités de s'approprier les enjeux, de se porter candidat, de proposer et de voter les lois. Nous expérimenterons ces nouvelles pratiques en faisant élire lors de l'élection législative de 2017 des volontaires formés et tirés au sort qui relaieront les décisions de leurs électeurs pendant 5 ans. À plein de femmes et d'hommes. Nous serons plus intelligents qu'un seul être humain. Surtout qu'il est prisonnier aujourd'hui à l'Assemblée. des logiques de parti. Nos députés ne seront pas seuls face aux lobbies ou aux experts. La force du nombre leur permettra d'affronter la puissance de l'institution. Émanation de leurs électeurs, députés aux 1000 visages, Les nôtres, Ils seront le prolongement de notre volonté individuelle. nous décidons collectivement ce que le député votera. pas sur une loi. Non, sur toutes les lois. Pendant 5 ans, À chaque fois qu'un sujet nous passionnera, À chaque fois qu'une loi heurtera nos libertés. Nos valeurs. Nos principes. Plus jamais sans nous. Cette idée, c'est essayer la démocratie Au sens propre. En 2017, nous entrons à l'Assemblée. avec suffisamment de sièges pour pouvoir démarrer une expérience inédite. Le monde se construit déjà avec nous. Où que nous soyons, Nous avons déjà pris nos responsabilités. dans nos vies professionnelles, associatives, dans nos familles. Dans nos quartiers, nos immeubles. Les conseils d'école. Nous sommes déjà debout à donner le meilleur de nous-mêmes. Pour le bien commun. comme énormément de Français. Nous aimons la politique. Nous aimons débattre. nous aimons participer. nous voulons faire quelque chose qui nous dépasse. Dans le monde entier, des mouvements naissent. Répondant tous à la même soif de démocratie. Allemagne, Mexique, Argentine. Tunisie, Italie, Espagne. Islande, Grèce, Irlande, Canada. Et dans des villes et villages français. Partout dans le monde, des initiatives portent la volonté des peuples. À prendre leur place à la table des décisions. Et nous, Ici, Sommes-nous prêts? Ma voix. 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 Voilà, donc c'était ça, l'impulsion de départ de ma voix. C'était une idée et une expérimentation. Dans ma voix, il n'y a aucune vérité. On ne dit pas qu'on sait, on dit juste que ça ne nous convient pas comme ça. Alors, comment on fait mon diaporama? Le boulet. Voilà. Bon.
Donc voilà, ma voix, c'était donc une expérimentation démocratique pour les législatives de juin 2017. Donc cette expérimentation est terminée et je suis heureuse de partager avec vous les fruits de nos travaux. Et l'idée, c'est qu'on a testé des ingrédients et que peut-être que ces ingrédients peuvent aussi servir à d'autres femmes et hommes dans d'autres types de collectifs, que ce soit dans des institutions, dans des municipalités, mais aussi à l'école maternelle des enfants, pourquoi pas pour le conseil d'école. Bref, ce qu'on a appris ensemble, on est content de pouvoir le partager avec les uns et les autres. Juste quelque chose dans le slogan de ma voix, c'était « Nous sommes celles et ceux que nous attendions ». C'était vraiment de se dire arrêtons de regarder vers le haut avec espoir, et peut-être que si on compte les uns sur les autres et si on construit ensemble, peut-être qu'on va sortir un peu de notre paralysie, notre apathie, de notre colère, et qu'on va transformer tout ça en énergie constructive et positive. Certes, ça ne marche pas à tous les coups, puisque malgré ce qui a été dit dans le film, il n'y a pas eu d'élus à l'Assemblée nationale en juin 2017, et de loin, puisque ma voix a fait un score de 1%. Mais voilà, ce qui comptait dans ma voix, c'était plus le chemin que le résultat, et c'était de se prouver qu'on pouvait vraiment organiser une expérience, une action politique d'envergure nationale, puisque ma voix était présente dans 43 circonscriptions, sans créer de parti, sans relations presse, sans pyramide, juste avec une gouvernance horizontale et créer un mouvement de contribution. Hackons l'Assemblée nationale, c'était aussi... alors ça fait très très peur aux gens, par exemple le mot « hacker », parce qu'on a l'impression que voilà, c'est des sorciers qui vont arriver. En fait, hacker, dans le langage informatique, mais vous le savez très bien, c'est juste introduire un logiciel différent dans un système plus global et de voir ce que ça produit en fait. Et c'est ce qu'on avait bien envie de faire, c'était introduire au sein de l'Assemblée nationale, qui est la représentation nationale, sous un régime représentatif, une toute petite dose de démocratie directe pour voir ce que ça donne en fait. Non pas que ce soit une vérité là encore, mais juste qu'est-ce qui nous arrive quand on se retrouve en situation d'acteur et pas de spectateur. Alors comment ça marchait ma voix? Je ne sais pas si on voit quelque chose, mais en gros, ça commençait comme ça, c'était des citoyennes et des citoyens en réseau qui se fédéraient et qui co-créaient ensemble tous les outils dont on avait besoin, que ce soit des outils numériques, que ce soit des affiches électorales, des professions de foi, des bulletins de vote. Tout a été construit vraiment en intelligence collective. Il n'y a pas eu d'agence, on n'avait pas de financement et tout ça. Et donc tous les films, tous les sites internet, etc., tout a été co-construit avec des méthodes d'intelligence collective et des processus créatifs assez extraordinaires. Enfin, moi, je ne sais pas, le résultat de cette affiche est sorti de ces réunions et tout, et je trouve ça assez magique. Ce que peut produire cette intelligence collective. Donc ces citoyens, ils se fédèrent, ils se forment les uns les autres, parce que pour hacker le système, il faut le connaître, c'est comme pour jouer au foot, il faut connaître les règles du jeu, et on se rend compte qu'en tant que citoyen, peut-être à force de déléguer, on ne s'est plus intéressé trop à la mécanique et qu'on a du mal à s'investir parce qu'on ne connaît pas les règles du jeu. Et donc, on s'est beaucoup formés les uns les autres. Personne n'a la science infuse. En revanche, on a tous des petits bouts de savoir et aussi, on peut partir de nos questions de néophytes pour aller chercher les contenus dont on a besoin. Et donc, on a créé des MOOC. Voilà, ça sert à quoi l'Assemblée nationale? C'est quoi le rôle d'un député? C'est quoi le chemin de la loi? Comment ça se passe avec l'Assemblée, le Sénat, le Parlement européen, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est de se muscler en tant que citoyen. Et donc, du coup, il y avait toujours des personnes, notamment des petits jeunes de la Sorbonne, qui étaient tout à fait prêts à mettre à disposition leurs compétences, leurs connaissances au service des autres citoyens. Pareil pour toutes les formalités administratives. Le code électoral, c'est quelque chose qui est assez dense. On se formait aussi les uns les autres à s'apprendre comment on dépose une candidature, quelles sont les différentes étapes, les papiers, les machins. C'est quand même pas toujours très abordable, mais c'est aussi, on se donne confiance et on se légitime en apprenant à jouer justement dans cet espace démocratique en connaissant les règles. Quelque chose qui était assez important dans ma voix, c'était la méthode de désignation des candidates et des candidats au tirage au sort, à l'Assemblée nationale. Donc l'outil qu'on a utilisé, qui n'est pas une fin mais un moyen, on a utilisé le tirage au sort pour déterminer qui seraient les candidats et les suppléantes et suppléants aux élections législatives. Donc on était présents dans 43 circonscriptions, multipliées par 2, candidates ou candidats et suppléantes ou suppléants.
Et il y a 500 personnes qui ont vraiment posé leur candidature, fait cet acte volontaire d'être candidat. Ils venaient un peu partout de toute la France, toutes les origines possibles et imaginables. Et que ce soit des zones rurales, que ce soit des zones urbaines, c'était assez joli de voir des gens qui ne se connaissaient pas, qui se retrouvaient un jour à Paris et on a fait ce grand tirage au sort tous ensemble. Et c'était un très très beau moment où personne ne se sentait jugé sur des compétences ou des talents, où j'ai du réseau, où j'ai des sous, où je parle bien, ou pas du tout. Pas du tout, c'était vraiment un acte volontaire. Et parmi ça, on tirait au sort les personnes qui allaient être candidates et candidats à Ma Voix. Ça ne pouvait être un bon outil que dans le cas où, s'il y avait eu des élus Ma Voix, ces personnes auraient siégé à l'Assemblée nationale et n'auraient été que les relais des décisions qui auraient été prises en ligne par les citoyens sur une plateforme de décision. Évidemment, on sort du rôle traditionnel de l'élu, qui sait, et on va basculer sur un autre rôle de l'élu qui devient un animateur, un facilitateur et un relais des décisions des citoyens qui auraient été exprimées en ligne. Voilà, donc l'idée c'était après de gagner des circonscriptions et s'il y avait eu des élus, le projet de loi arrive comme à l'Assemblée nationale, il arrive sur une plateforme. La délibération se fait en ligne au bistrot, dans les familles, dans la vraie vie, dans des conférences, dans des débats contradictoires, mais ça c'est chacun qui s'en occupe. Et puis la décision était émise sur une plateforme logiciel libre en protocole blockchain qui permettait finalement de rassembler toutes les décisions des citoyens, de tous ceux qui le souhaitent. Alors évidemment, il y a des processus de sécurisation et tout. Si vous voulez un jour réutiliser la plateforme, le code est public, donc elle peut servir à toutes et à tous si vous voulez récupérer ce processus-là. Et en gros, pour vous donner une illustration, s'il y avait eu 10 députés Ma Voix, si sur un texte, il y avait 60% de personnes qui s'exprimaient sur la plateforme contre un texte et 40% pour, 6 députés Ma Voix relayaient les positions des contre et 4 des pour. Vous voyez, c'est une sorte de proportionnel. Voilà, tout ça n'a pas eu lieu parce qu'évidemment, il n'y a pas eu d'élus. Qu'est-ce qu'on a testé donc, comme ingrédient dans l'expérimentation Ma Voix? On a testé donc, la formation pair à pair. On s'apprend les uns les autres à être des mandataires financiers, à savoir à quoi sert l'Assemblée nationale, les MOOC, on a tout documenté, tout sur des wikis, etc. etc. L'intelligence collective. Donc on s'est formés tous les uns les autres à la facilitation, à l'animation de réunions, au matériel électoral. Voilà, tout a été co-créé comme ça. On a utilisé le logiciel libre aussi pour quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est que quand on construit des outils, eh ben, c'est un bien commun, c'est un commun, et donc du coup on l'offre aux autres citoyens. On a récupéré, on a testé des outils qui avaient été développés en Argentine, par exemple par Démocratie OS. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Mancini, et sur Internet, il y a des super documents là-dessus. On l'a testé, Podemos aussi, etc., etc. Et à chaque fois, on arrange, on enrichit, suivant les besoins, et ça reste complètement au service du bien commun. Tout ce qu'on a utilisé comme outil, c'est que des forums discours, donc les wikis, les HackMD, des plateformes diverses et variées. Puis quand on crée des outils, on les crée toujours en logiciel libre. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la primaire.org en France, qui était une expérimentation aussi sur les présidentielles. Ils se sont servis de notre outil pour faire leur désignation de vote. On a aussi donc utilisé le tirage au sort. On a aussi travaillé sur changer le rapport avec les médias. Il n'y avait pas de personnification médiatique dans Ma Voix, donc il n'y avait pas de porte-parole. On disait non quand on nous invitait sur des plateaux télé. En revanche, on disait aux journalistes qu'ils étaient des citoyens aussi comme les autres et que toutes les réunions étaient publiques et ils pouvaient venir voir ce qui se passait, ce qui se disait en ces réunions et de constater l'incarnation singulière faite par plein de personnes qui ne se ressemblent pas, qui ne pensent pas pareil. Et voilà, c'était aussi très intéressant comme outil. C'est un peu la même chose que dans le tirage au sort, c'est enlever la compétition entre les gens. Le tirage au sort a permis que les gens ne s'étrient pas pour être candidats. Et la non-personnification médiatique permettait aussi à chacun de pouvoir contribuer sans devoir être porte-parole, sans devoir se mettre en avant forcément, et qu'il n'y avait pas du coup de jalousie ou de rétribution cachée, ce qui est parfois le cas en politique.
Tout a été financé en microfinancement avec des petits dons de plein de personnes. Et la particularité de ma voix, c'est qu'il n'y avait pas de structure, donc il n'y a pas eu d'association de financement de partis politiques, ni de partis politiques. Et donc, du coup, c'est vraiment chaque circonscription, grâce à Internet aussi, qui permettait de financer, sachant qu'en France, on n'a pas le droit d'utiliser les plateformes de crowdfunding pour... ça ne marche pas encore. Un jour, ça marchera peut-être, mais bon. Et on a expérimenté aussi la gouvernance horizontale. Et ça, c'était un vœu pieux au départ. Et on se demande comment est-ce qu'on peut faire au fur et à mesure que le collectif grandit et qui se décentralise complètement, qu'il y a plein de réalités complètement différentes, dans des zones complètement différentes, avec des usages différents. Ce n'est pas du tout la même chose une circonscription à la campagne, où pour coller les affiches, il faut faire 250 km la nuit, que les coller à Paris, où on le fait à pied ou à vélo, et c'est fait en 2 heures. Donc c'était intéressant. Et en fait, ce qui nous a permis de construire cette gouvernance horizontale, c'est une des clés de l'expérimentation. Et ça, je vous le dis, voilà, c'est bizarre de vous le dire, mais enfin, bref. Ce qui a permis, en fait, en France, on a Macron et on dit souvent que c'est le maître des horloges. Et c'est ça aussi, le pouvoir politique, c'est de décider de l'agenda des autres, du tempo, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on capte le pouvoir. Comment est-ce qu'on fait, du coup, pour que chacun puisse exercer sa puissance, sa légitimité? Et bien, du coup, on se dessaisit du calendrier. Et je pense qu'une des clés pour construire un collectif horizontal et coopératif, c'est vraiment de publier et d'avoir des rendez-vous synchronisés, ce qui n'est pas possible, par exemple, sur un forum Internet, où on est dans des tempos asynchrones. Et du coup, ça génère aussi parfois beaucoup de tensions, beaucoup de colère, des incompréhensions entre les personnes et tout ça, suivant le ton qui est employé par l'écrit. Mais là, la clé de ma voix, ça a été d'avoir un calendrier publié dès le début de l'année, où il y avait un rendez-vous par trimestre avec tous les contributeurs de toute la France, en physique, sur un week-end. Ça bougeait un peu partout en France. Il y avait une réunion par mois pour chaque collectif local, où tout le monde se synchronisait. Après, dans les circonscriptions, c'était par quartier, une fois par semaine. Et on avait des réunions en ligne tous les jeudis soirs, où chaque personne de différents collectifs locaux, ceux qui le souhaitaient, se retrouvaient en ligne pour venir co-construire ensemble les sujets auxquels il fallait répondre, les dépôts de candidature, le tirage au sort, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment la clé de ce qu'on a appris, c'est que ce moment de synchronisation qui était hebdomadaire, de gens qui sont dans des contextes complètement différents, qui viennent ensemble mettre en commun leurs difficultés, leurs réussites, et voilà, permet de co-construire ensemble et permet aux équipes qui travaillent, alors c'était 100% bénévole, mais au code, au film, à la réalisation du matériel électoral, venez remettre dans ce centre-là les fruits de leurs travaux et réorienter ou pas. Et ça, il me semble que c'est vraiment une des clés qui nous a permis d'avoir vraiment cette gouvernance horizontale et de se sentir tous contributeurs du même projet. Voilà, bon, je vous ai déjà parlé des résultats quantitatifs, donc 43 circonscriptions, 500 candidats au tirage au sort, et donc à la fin, 13 000 voix, 1%. En 2016, il y avait une partielle à Strasbourg, où on avait fait 4,25, et on voit un an après qu'on arrive à 1%. Il se trouve qu'entre les deux est arrivé le phénomène Macron. Et voilà, et on l'a senti très vite sur le terrain, dans un contexte très PS-UMP classique. Oui, il y avait une appétence, une envie de voir les choses changer, et donc du coup un intérêt sur cette affiche, un intérêt sur ce message porté. Et on voit qu'un an après, tout d'un coup, il y a une envie d'y croire à nouveau, une envie d'un sauveur qui vienne bouleverser le jeu politique, qui vienne renouveler. Les gens nous disaient sur le terrain, c'est fabuleux, la société civile va rentrer à l'Assemblée nationale. Bon voilà, c'est difficile d'aller contre les croyances du Père Noël, mais je comprends et je respecte cette envie et ce désir d'être sauvé et que les choses aillent mieux. Ce que j'ai moins compris, c'était ce qui m'a le plus perturbé sur le terrain, c'était ce sentiment de ne pas être légitime. De voir la colère et de dire très bien, si vous êtes en colère, prenez des clés. Même si c'est des petites clés, une voix parmi des millions de clés, peut-être on peut transformer cette colère en quelque chose de constructif. Oui, mais moi, je ne sais pas. Oui, mais les élus, ils savent. Moi, je ne sais pas. Mais en fait, voilà. Donc, il y a un complexe de légitimité très fort, je trouve, des citoyens vis-à-vis d'eux-mêmes, où finalement, dans la délégation, on trouve un palliatif, et que quand on se retrouve en positionnement d'acteur, ça pose plein de questions et on se sent un peu défaillant, alors qu'on ne devrait pas, parce que pour bien connaître beaucoup d'élus,
Eh bien, c'est des gens normaux, comme nous. Ils ne sont pas omniscients. Certains ont des domaines de prédilection, en général un, mais ils votent sur plein d'autres lois dont ils ne connaissent absolument rien et qu'ils suivent tout simplement des positionnements et de groupes, en fait. Donc, ce n'est pas un drame. Et je pense qu'on devrait apprendre aussi à se faire confiance. Vous m'arrêtez sur le temps parce que je digresse beaucoup trop. Sur les autres enseignements, pour moi, ce qui était important, c'était le cadre de sécurité qui permet, ou le cadre de légitimité dans les réunions Ma Voix. Et c'est vraiment ces techniques de facilitation et d'animation qui ont permis aux personnes de se sentir très à l'aise. Dans Ma Voix, il n'y avait pas de joute rhétorique verbale, on ne s'engueulait pas sur des sujets, on construisait ensemble en disant que chacun pensait ce qu'il voulait sur telle ou telle thématique et tout. Et donc c'est un autre rapport aussi à la politique, où on construit ensemble quelque chose et chacun se sent accueilli, attendu, et on peut ne pas être d'accord, et c'est chouette de travailler sur les désaccords qui sont pour moi féconds. Et c'est notamment un thésard qui était venu dans des réunions Ma Voix, qui avait dit qu'il n'avait jamais vu autant de femmes dans des réunions politiques. Et ça, c'était aussi une grande fierté, c'était de se dire, eh ben voilà, peut-être qu'on a commencé à trouver des clés pour que chacune et chacun se sente légitime à venir contribuer à une action politique. Et l'idée de cultiver, de faire du collectif, mais à partir de singularités, de personnes qui disent, voilà, je suis protégée dans mon intégrité personnelle, on ne va pas me demander de dire des choses dans lesquelles je ne crois pas. En revanche, je peux vraiment apporter quelque chose. C'était assez joli. Il y avait tout un domaine, un volet assez créatif dans Ma Voix, où on a fait des projections sur l'Assemblée nationale la nuit, ou des tags. Enfin voilà, on s'est bien amusé. Et pour la plupart des personnes, il y avait des personnes dans Ma Voix qui avaient déjà une expérience politique passée, qui avaient renoncé à ce chemin politique, et d'autres qui étaient ou abstentionnistes à l'époque ou qui n'avaient jamais été engagés et tout. Et donc voilà, ça faisait un drôle de mélange. Voilà, si vous avez envie d'échanger sur Ma Voix, je suis là pour répondre à vos questions et essayer de partager ce qu'on a appris. Merci Kitri. Alors je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais voir, je vous regarde. Oui, alors je vais prendre un deuxième micro. Bonjour. Sinon, on échange. Allô? Un, deux, ouais. Moi, je me demandais, je vois que vous aviez quand même pas mal de processus de rencontres entre les citoyens, mais il y avait quand même ce goulot de la plateforme numérique. Comment est-ce que vous avez réfléchi à la fracture numérique qui, je crois, est encore importante partout? Elle s'élève souvent à 50%. Est-ce qu'il y avait des méthodes qui ont essayé d'enrayer cette fracture, de la neutraliser? Alors si, pour moi, le numérique a vraiment aidé à construire ce collectif de façon horizontale, on a trouvé plein d'outils géniaux pour nous permettre de coopérer ensemble. En revanche, le numérique en tant qu'outil d'aide à la décision pose vraiment question. Il y a plein de barrières différentes, effectivement la fracture numérique. Et en même temps, si on attend que tout soit parfait, eh ben, on ne le fera pas. Et donc du coup, de se dire, OK, les moyens d'aujourd'hui nous permettent d'avancer un peu là-dessus, c'est bien. Mais il y a d'autres facteurs beaucoup plus graves, selon moi, plus grave encore que la fracture numérique, c'est ce que provoque... il y a une sorte de discrimination en fait, dans la prise de parole politique sur Internet, notamment par l'écrit. Et donc c'est pour ça qu'on s'était concentré sur la plateforme de décision qui aurait vraiment existé s'il y avait eu des députés, où il y avait simplement les 3 boutons de décision pour contre-abstention qui permettaient à chacune et à chacun de donner sa position, de décider, mais sans devoir expliquer par l'écrit, parce qu'évidemment, quand vous expliquez votre vote avec des fautes dans ce que vous écrivez, eh ben votre prise de position va être discréditée. Donc ça pose beaucoup de questions, et on le voit dans plein d'autres initiatives qui s'appuient sur l'écrit ou sur le numérique. C'est des barrières énormes en fait, à l'entrée. Alors qu'on peut estimer que par l'audio, par exemple, ce serait déjà un peu plus facile, même si ça reste discriminant. Mais voilà, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait le moins possible de révélateurs en fait, de différences sociaux, culturelles, etc., etc. Donc ça pose vraiment beaucoup de questions. L'autre question par rapport au numérique, c'est évidemment la surveillance.
Au début de Ma Voix, par exemple, Citizen4 n'était pas encore sorti avec Edward Snowden. C'est vrai que quand on sort de la projection de Citizen4, on se pose un peu beaucoup de questions sur est-ce que vraiment on va introduire du numérique dans la démocratie ? Et qu'est-ce qui se passe si on exprime des opinions politiques, ce qui est déjà le cas, en ligne en 2018 ? Est-ce qu'en 2022, si on change de régime, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que du coup, tout ce qui est du domaine de la justice prédictive, etc., qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on collecte ? À qui on fait confiance ? À qui on ne fait pas confiance et tout ? C'est aussi un des enjeux pour moi du logiciel libre, qui est vraiment de permettre qu'il y ait des gardiens du temple, qui sont des développeurs, des hackers, et qui vérifient que qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se passe dans la collecte de données, est-ce qu'il y a des reventes de données, etc., ou qu'est-ce qu'il y a dans l'algorithme. Voilà. Mais ça pose beaucoup de questions et ça soulève plus de questions que de réponses. Ça soulève aussi un peu des peurs. Et en même temps, je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut, s'il y avait eu des élus, encore une fois, on aurait mis un avertissement en disant on ne maîtrise pas du tout ce qui va se passer de cet outil numérique par la suite, et la collecte de données. Et donc, du coup, faisons-le en tant que personne consciente des risques qu'on prend. Voilà. Le rouge. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Merci pour votre présentation. Et je me demandais de quelle façon se sont passées les relations avec les fournisseurs de programmes propriétaires. Si je ne me trompe pas, Démocratie OS est un programme propriétaire. Non, je me trompe. Du coup, avec Démocratie OS en particulier, comment se sont passées les discussions ? Parce que c'est quand même un truc qui est, je pense, soit à moitié privé, soit gouvernemental américain. Non, je me trompe ? Complètement ? D'accord, je suis à côté de la blague, mais tant mieux. Mais est-ce que vous pouvez clarifier un petit peu ce que c'est, peut-être, Démocratie OS ? Parce que je crois que c'est un gros truc, quand même. Non, c'est tout petit. C'est tout petit ? Oui, c'est une expérimentation qui avait eu lieu en Argentine. Ouais. En gros, l'histoire, c'est Pia Mancini, qui est une prof de sciences politiques. Son amoureux s'appelle Santiago Siri et c'est un super grand développeur en Argentine. Et donc, du coup, ils décident de créer une plateforme de décision en ligne et ils vont la proposer aux parlementaires qui les envoient péter en disant voilà, vous ne nous intéressez pas, les jeunes, avec vos outils, machin, on s'en fout de ce que pensent les citoyens. Et donc, du coup, ils ont fondé un parti qui s'appelle le Partido de la Red, le parti de la toile et du réseau. Et donc, du coup, ils mettent en œuvre ça. Et voilà, et Ma Voix était en train de se monter et on s'est rencontrés, du coup, en se rendant compte qu'on était assez proches dans la philosophie. Et donc, du coup, une équipe Démocratie OS s'est montée en France et on a bénéficié de leurs travaux qui étaient publiés sur un GitHub à l'autre bout du monde. Et puis, encore une fois, Podemos l'a testé et tout ça. Nous, on l'a testé, mais ça n'a pas répondu à nos attentes, mais on a profité pour aussi enrichir et tout. Voilà, c'est ce qui est assez joli dans finalement ce commun qui est partout sur la planète. On a discuté aussi avec des Australiens. En Uruguay, il y a une liste qui est un peu sur les mêmes principes, qui a repris l'idée de la fiche miroir. Enfin, voilà, c'est aussi de dire quand on documente tout, ça appartient à tout le monde et ça peut être bien sûr forqué, bien sûr détourné de sa nature, mais quand même ça participe à un bien commun et on s'enrichit au fur et à mesure de tout ça. Si je peux juste prolonger un tout petit peu ma question, est-ce que vous avez été approché par des entreprises commerciales et comment ça s'est passé à ce moment-là ? Mais je pense que le monde de la civic tech est en pleine ébullition et que du coup, on se connaît au fur et à mesure les uns les autres et tout. On nous avait proposé au tout début de Ma Voix une plateforme propriétaire et on nous avait dit, comme votre projet est chouette, vous pouvez la prendre en marque blanche. C'est pas du tout le choix qui a été fait parce que on avait vraiment envie de participer à quelque chose qui existait déjà ou d'en inventer d'autres, mais qui puisse être utilisé par d'autres. Voilà. Mais ça fait partie des ingrédients de départ, donc de l'ADN de Ma Voix, de privilégier l'approche logiciel libre pour une question politique, philosophique. Voilà. Une dernière question pour la route. Une fois, deux fois. Oui. Ouais, je voulais savoir par rapport à la non-personnification médiatique, est-ce que vous n'avez pas identifié ça comme peut-être un des facteurs d'échec de l'expérience, puisque pour fonctionner, il fallait que les gens soient au courant. Et est-ce que les médias ne sont pas un acteur indispensable pour ça dans le processus, en tout cas au début ? Merci beaucoup de poser cette question. Dans Ma Voix, c'était un des gros points de tension. Mais en fait, il faut absolument à la télé pour qu'on entende parler de nous. Maintenant qu'on a un peu de recul, on peut regarder que par rapport aux autres expérimentations de taille équivalente, qui sont nées à peu près en même temps que nous, en fait, il n'y a pas eu du tout de gain à la médiatisation. Et en fait, Ma Voix, mine de rien, a été assez médiatisée, mais sans qu'on se prête au jeu, du coup, qui aurait pu corrompre
la coopération au sein du collectif, de la personnification. Finalement, il y a eu un complément d'enquête sur France 2 sur Saillant, Nuit debout, ma voix. Il y a eu des matinales avec France Inter ou France Culture où les journalistes parlaient de ma voix en étant venus. Voilà. Et en fait, ce qui me semble être intéressant comme retour d'expérience aujourd'hui pour nous, c'est qu'en fait, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu à une réunion Ma Voix qui soit venu après un passage télévision avec des millions d'audience ou un passage radio avec des millions d'audience. Jamais. Il n'y a pas de taux de transfo dans la réalité. En revanche, je dirais, et c'est vraiment fou, il y a 95% des gens qui ont contribué à Ma Voix qui sont venus après avoir vu les vidéos en ligne, celle des Bouches et une autre vidéo des Halles qui a beaucoup circulé. Et donc vraiment dans Ma Voix, ce qu'on cherchait à faire, c'était un mouvement, non pas de la consommation, où oui, on applaudit, on dit que c'est super, et voilà, mais un mouvement de la contribution. Et la contribution demande un passage au réel et à venir mettre les mains dans le cambouis dans des réunions avec ses pairs et construire avec elles et eux. Et c'est un des retours pour moi qui me conforte, non pas sur le résultat, mais je pense que de toute façon, quand on se bat avec les mêmes armes que les autres, ben si on est tout petit, on a perdu, et qu'on voit bien que, voilà, que les Macron ou tout ça, on bénéficie, et c'est comme ça, et c'est la vie, il n'y a pas de jugement forcément à avoir là-dessus. Enfin, voilà, il y a des couvertures médiatiques importantes, du storytelling et tout, et pour moi, c'est un piège. En revanche, du coup, on voit que finalement, le bouche à oreille sur Internet permet beaucoup plus de changer la réalité que les émissions de télé, même si, et ça c'est important, moi, je m'en fichais de cette histoire de médias, mais j'ai vu à quel point c'était important pour les contributrices et les contributeurs de Ma Voix. Quand il y avait un passage télé ou un passage radio, c'était comme un tampon, un label. Tu n'es pas fou, ce que tu fais est reconnu. Et donc, du coup, il y a vraiment le poids institutionnel, la crédibilité et tout. Et ils pouvaient dire à leurs proches, à leurs femmes ou à leurs enfants ou à leurs copains qui disaient « mais qu'est-ce que tu vas faire à t'embarquer dans ces réunions qui n'ont ni queue ni tête sur un projet complètement fou ?» Et là, pour eux, c'était un grand sentiment de fierté. Et je me suis rendu compte que ça avait une très grande valeur de reconnaissance du travail accompli. Voilà, donc c'est tout ça, en fait, les tensions. C'est voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce besoin, de cette demande de reconnaissance. Voilà.